Mesdames et messieurs, bienvenue à votre tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale, la chronique du soir avec notre consultant politique Agapite Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, ça a été annoncé sur ETL, on pourrait le dire ainsi à la faveur donc de l'entretien où on recevait Jacques Ayagui. Il parlait donc de cette tribune, on en sait un peu plus justement. Et Agapite Napoléon Maforican, il vient rappeler ce que vous avez d'ailleurs rappelé sur ce plateau, excusez si les mots se suivent et se ressemblent bien évidemment. Et donc aujourd'hui, par rapport à la tribune donc de Jacques Ayagui, on a toujours parlé de ce consensus qui n'a jamais eu lieu donc à la conférence nationale et vous avez insisté. Il a parlé de compromis. Vous en avez parlé également, Agapite Napoléon Maforican. Oui, j'ai lu la tribune de Jacques et puis je pense qu'il a dit l'essentiel. On est totalement en phase. Personne ne doit trahir l'histoire et c'est heureux qu'il ait écrit. Il y a eu très peu d'écrits sur la conférence nationale. Il y a eu beaucoup plus d'émotions. Il y a eu beaucoup plus d'inventions. Il y a beaucoup plus de rhétorique. Il y a très peu d'écrits et je suis content que le débat commence par être fait. Ceux qui pensent qu'il y a un consensus, il faut qu'ils écrivent aussi et ils nous disent les éléments du consensus. Mais comme l'a si bien dit Jacques Ayagui, déjà même à la participation, il n'y avait pas consensus. Il y a ceux qui étaient vecteurs de la conférence. Tout à fait, parce qu'il dit que toutes les couches sociales n'étaient pas représentées. Donc du coup, la question de la légitimité, de la représentativité même pose un problème. Qui a envoyé les représentants? C'est d'abord ça, les mandataires. Qui est mandaté par qui? En dehors des associations de développement et des corps constitués qui ont envoyé, les sensibilités politiques n'ont été envoyées par personne. Et c'est eux qui ont pris le corps. Et devant, les syndicats avaient joué un rôle important. Donc, eux, on pourrait comprendre. Mais les autres personnalités, machin, tout ça, c'est eux qui ont imposé le système. Donc, du coup, oui, je pense que Jacques a dit, on ne va pas réécrire l'histoire, Jacques a dit l'essentiel et je m'en réjouis, je suis très content qu'il ait pu tenir parole. Et je suis sûr, je voudrais et je souhaite qu'après lui, beaucoup d'autres écrivent pour qu'on puisse cesser de trahir l'histoire, de tromper nos compatriotes en évoquant les acquis de la conférence, les consensus de la conférence, des trucs comme ça qui nous aliènent, qui nous arrièrent, qui nous empêchent d'avancer. Je pense que c'est toujours dit ici. Pour moi, la conférence c'est le signe même de notre incapacité de planifier. C'est un peu plus le dos au mur, la conférence nationale, qui ne sait plus où aller. C'est se fait harakiri. C'est un peu qui se fait harakiri lorsqu'on bannit sa propre constitution et on se retrouve sans banque, on se retrouve avec des titres de paiement sans liquidité. On ne peut pas faire la promotion de telle rencontre. Pour moi, un peuple qui se veut majeur doit savoir se prendre en charge. C'est ça. Et justement, il est resté sur sa fin parce que il estime que pour aller donc à cette rencontre, on s'attendait à des résolutions qui pourraient permettre au Bénin d'amorcer le développement. On avait choisi le libéralisme économique, le multipartisme intégral, un certain nombre de choses. Et donc, les solutions apportées n'étaient pas justement ce qu'il fallait. Les gens étaient allés pour se tailler leur place dans le nouvel ordre politique. Ça a été taillé sur mesure, comme le disait Mathieu Kéré. Absolument. Tout a été la Constitution. Tout a été taillé sur mesure. C'est normal. On vous demande, quand l'ancien président américain vous parle, on dit quelle est la meilleure constitution pour un pays. On dit pour quel peuple et à quelle période. Donc c'est normal que les gens de l'époque aient pu faire passer leurs idées. C'est quoi la loi? La loi, c'est la volonté de quelqu'un traduit en loi. C'est-à-dire que le plus fort n'est jamais assez fort s'il ne transforme sa force en droit. Et l'obéissance en droit. Donc la loi, c'est la force transformée en droit par l'autorité compétente qui est le Parlement ou par ordonnance du chef de l'État. Donc vous comprenez que tout est question simplement d'agreement, de convention. On est d'accord d'aller, on est d'accord sur le principe, on est d'accord sur les règles, et on s'en va, et on crée la loi. Donc, ceux qui ont créé la loi de 90, c'était ceux qui étaient en position de force. Mais déjà, la Constitution a trahi l'esprit de la conférence nationale. Je l'ai toujours dit, la limitation d'âge n'était pas dans les débats de la conférence nationale. Il y a des trahisons à ce niveau-là.
Donc du coup, oui, Jacques Kayadji a raison, il a totalement raison, il a pleinement raison. On n'était pas, tout le monde n'était pas à la conférence nationale, il y a ceux qui étaient pour se venger de Mathieu Kérékou. Ils étaient les plus nombreux. Le langage de Kérékou les a pris en déroute. Kérékou lui-même devrait se rafistoler le système, il n'avait plus d'État autour de lui. L'État c'est quoi? Bon, il avait une population, il avait un territoire. Bon, le pouvoir, il était le seul incarnat, le pouvoir. Mais un pouvoir qui n'a pas les moyens de sa souveraineté, il n'est plus un pouvoir. Si vous n'êtes pas souverain, si vous n'arrivez pas à assumer vos charges régaliennes. Parce qu'il y avait des salaires non payés, des arriérés, la banqueroute, un certain nombre voilà. Donc vous comprenez que Mathieu Kérékou avait besoin des autres pour le valider, pour qu'il puisse avoir son programme d'ajustement structurel. C'est ça qu'il a dit le lundi 26 au soir, quand la commission des affaires économiques a fini de faire son rapport. Il a tout dit. S'il y avait l'argent, on n'aurait pas convoqué cette conférence nationale. Il a été clair. Donc du coup, voilà. Il ne faut pas qu'on trahisse l'histoire. Je tiens beaucoup à ça. On doit relayer les grands pans de l'histoire et la nouvelle génération doit la relier et essayer de faire comme Patrice Talon quand on a fait les 30 ans de la conférence nationale, 60 ans de l'indépendance. On n'a pas fait de festivités grandioses. Et on voulait qu'on fasse 30 ans de la conférence, les acquis de la conférence nationale. Le président, le gouvernement estimait qu'il faut lier les deux. Et lors de 60 ans, on allait aller dans une réflexion globale du développement. Évidemment, il y a eu la Covid. Donc on n'a pas fait les 60 ans. Mais il faut aller aux réflexions, il faut aller au développement. Il faut aller au développement durable. Il faut aller au développement durable dans une paix institutionnelle assurée. Et c'est ça, c'est les conditions d'un vrai consensus là. C'est à partir du moment où vous avez la loi, et il y en a qui le défient, et ils sont applaudis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est dans ça que nous vivons aujourd'hui. Il faut mettre fin à cet ordre-là. En tout cas, l'autre a parlé, sinon le président Patrice Talon a parlé de nous avons vaincu les démons. Jacques Kayadji est revenu sur nous avons vaincu la fatalité et il s'est posé quand même beaucoup de questions. La fatalité n'avait pas été vaincue. Non, là on n'est pas d'accord. Parce que je vais te dire, nous avons mal écouté Albert Thévoyere. Albert Thévoyere a fait une feuille de route. On n'a pas fait un rapport général. C'est une feuille de route. Et quand vous disiez, c'est là, il a fait le diagnostic, il a étalé un certain nombre de propositions faites par les gens ici et là, et il a tracé la feuille de route. On a l'impression d'un président qui prenait fonction. En fait, Albert Thévoyere, c'était son show à lui. 30 ans après, c'est vrai, nous étions tous à la vingtaine à peine, on était heureux, on était emballés. On a aimé ça, on avalait, il était notre icône, c'était une rhétorique. Avec cette voix. Ah oui, c'était suave. Mais après, quand on est rentré dans le contenu, on sent qu'il n'y avait pas de rapport général. Mais Albert Thévoyere n'a pas dit qu'on a vaincu. Au travail, les amis. Parce que nous l'avons, au travail, les amis. Donc, il y a un ensemble de conditions que lui, il a transformé en déduction, en recommandation, en résolution. Parce que donc pour vaincre la fatalité, il faut... Voilà, parce que nous sommes résolus à, au travail, les amis. Donc, allons faire ce qu'on a dit de faire, nous avons vaincu la fatalité. En figure de style, ça a un nom, ça m'échappe, les puristes, les grands littéraires m'excusent, mais sinon je l'aurais évoqué ici. C'est une figure de style. C'est un art oratoire, c'est des éléments de l'art oratoire dont il a usé pour pouvoir passer un message. Donc, il n'avait pas dit, Albert Thévoyere n'avait pas, au moment où on quittait, pour lui, on n'avait pas encore vaincu la fatalité, mais on est sur le chemin. Il était trop optimiste, beaucoup trop. Et il connaissait son peuple. Il nous connaît, il se connaît. Donc, normalement, je pense que il peut-être voulait un peu forcer la main à ce peuple. Mais je fais que les démons, c'est l'heure des grands manœuvres politiques et déjà c'est la cacophonie des ambitions. A fini par dire à Justin Tometi à Omanegbe, doyen d'âge de l'Assemblée nationale, lors du lancement, d'installation du bureau d'âge, donc de la première législature de l'Assemblée nationale, le 1er avril 1991. Le 1er avril 1991, on a installé la première législature de l'Assemblée nationale. Donc le doyen d'âge
de cette première législature, prenant la parole, puisque c'est la première législature, il n'y avait même pas de règlement intérieur. Et dans son discours, je pense que dans tout ce qu'il a eu à dire, il y a au moins cette phrase, c'est l'heure des grandes manœuvres politiques. Et déjà, c'est la cacophonie des ambitions. Voilà, la cacophonie des ambitions. Bon, ça montrait que nous étions en apprentissage. En fait, nous venons de... C'est l'heure des grandes manœuvres politiques. C'est un vieux routier qui parle. Un ancien président de la République. Hein. C'est un gars qui a été déchu en 65 parce qu'il était président du conseil avec, dont le président était, de la République était à Pichi. Et la mère a dû les destituer parce que les deux ne s'entendaient pas sur la nomination du président de la Cour suprême. C'est un ancien président qui a été destitué par la révolution en ce moment qui parle. Donc, c'est un homme averti qui parle. Donc, lui ne parle pas du début. Il regarde le passé. Il dit c'est l'heure des grandes manœuvres politiques. Et d'ailleurs, c'est la cacophonie des ambitions. Il connaît, lui, la cacophonie des ambitions. Il a vécu. Il en a souffert. Donc, il savait de quoi il parle. 30 ans après, on n'a pas fait du chemin. Donc, c'est pour dire quoi? Oui, la démocratie, il ne s'agit pas de faire de réciter du chapelet comme à l'église, de faire du rosaire. Non, ce n'est pas une affaire de rosaire. La démocratie, c'est à la pratique. Il faut avoir l'esprit démocratique. Et il faut travailler sur les socles de la démocratie. Ça passe par le respect de l'état de droit. Le respect des institutions. Laisser les institutions jouer leur rôle. C'est important. On peut trébucher, on peut marcher. Aucune loi ne peut être meilleure. Et tout le monde ne peut jamais trouver son compte dans une loi. Quand ça ne va pas ici, on travaille. Il faut apprendre à jouer, à utiliser les leviers comme le lobbying, comme les publications. Vous voyez ce que vient de faire Jacques, il a ça, des tribunes, des contributions. Mais nous, on va avec force. On va avec violence. On exige, un individu exige à l'État. Mais ce n'est pas possible. Et justement, Agapit Nampoloma-Fabricant, l'une des questions sur lesquelles est revenu Jacques Ayagui, c'est bien cette question touchant à la Cour constitutionnelle. Vous l'avez toujours dit que si vous devriez quand même proposer des choses, une certaine restructuration sur la Cour constitutionnelle, et il en a parlé, il trouvait que franchement qu'il ne comprend pas cette juridiction qui a un pouvoir extrême, on pourrait le dire. C'était fait pour empêcher que les cours d'aller dans tous les sens. Mais il se fait que, comme je vous l'ai dit, Soglo même n'avait pas voulu l'installer parce que c'était une mastodonte, un mammouth. C'était quelque chose de tout, c'était trop gros. Voilà. Donc vous voyez quand les holos se fâchent, sortent de leur réserve, vous comprenez, parce qu'ils ont été maîtres de ces choses-là, ils les ont dirigés, ils estiment que les autres sont petits pour les diriger et qu'ils doivent être là pour pouvoir parler à chaque instant. Non. Je pense qu'il faut essayer de... Le président Talon avait projeté de le faire. Les méthodes mécaniques de compromission, les manières rustiques de gestion de pouvoir n'ont pas permis n'ont pas permis d'avancer. Je pense qu'il est important de retoucher à la Constitution dans un cadre plus serein et de repenser nos institutions. Moi, le problème, c'est que, comme je le dis, il faut un nouveau pacte politique, un nouveau pacte républicain, dans lequel tout le monde au moins les grandes règles du jeu sont exposées et acceptées, et qu'on puisse respecter la République. Je pense que la Cour constitutionnelle, peu ou prou, assume font trop de fonctions, peu de fonctions, jugé parti, tant mieux. Mais bon, si la République tient depuis 90, c'est encore grâce à la Cour constitutionnelle. Sinon, on aurait déjà eu, cette affaire de convenance aurait déjà oublié depuis longtemps. C'est encore grâce à la Cour constitutionnelle que nous tenons, que nous sommes encore là. Nous allons finir par cette observation quand même de Jacques Ayagui. On finit par là, Agapit Nampoloma-Fabricant, quand l'État, ou du moins le pays, a une dette morale vis-à-vis des communistes. Vous pensez la même chose? Oui, c'est vrai, j'y pense. J'y pense. Après, oui. Il ne faut pas se lier non plus la main. Les communistes, ils sont heureux d'évoluer comme ils évoluent. C'est un mot. À l'université, j'en ai eu beaucoup, j'ai eu beaucoup d'amis.
nous combattions, je les combattais sérieusement par L'UNICEF, déjà? Non, non pas l'UNICEF est créé après. On était à la FNEB. Et déjà, au sein de la FNEB, il y avait actionné. Non, après l'étape l'UNEB, quand on a créé la FNEB en 90, 91, avec Issama Massani. Après, c'était Edouard Loko comme secrétaire général pour faire un clin d'œil au CMPR. Après, c'est l'équipe c'est Affaire Bangbata. C'est Affaire Moga qui est le directeur général du cabinet aujourd'hui du PR, qui a été par le Parti communiste du Bénin, qui était un homme terrible. C'était un activiste, un président qui avait la main, qui avait le doigté et qui savait défendre la cause estudiantine. Mais il en a fait voir de toutes les couleurs à l'autorité rectorale et au gouvernement à l'époque. Donc, la communiste, oui, c'était important. Je continue de penser qu'en matière de militantisme et en matière de patriotisme, ils ont des vertus, c'est des gens de conviction, de foi, c'est des républicains, après, ils ont les mots c'est les moyens d'action, peut-être que c'est ça qu'on ne s'entend pas, mais ils ont l'honneur enfin, c'est des gens d'honneur, c'est des gens qui ont le sens de l'honneur, et moi, c'est vrai. Donc, à l'université, j'en ai côtoyé beaucoup, il y a une sorte de violence dans le langage, dans la manière, ce qu'ils appellent le contrôle populaire de l'action publique. Il y a beaucoup de choses. Si on doit l'adopter, on ira vers l'anarchie, le désordre. Et comme l'a dit Kérékou, les communistes ne prendront jamais le pouvoir en Afrique. Il a dit en 87, 88. On est en 2021. Rien ne l'a encore démenti. C'est pour dire que c'est un idéal, sans doute. C'est un idéal, mais il y a on a beaucoup de choses à tirer d'eux. On a beaucoup de choses à tirer de l'idéal qu'ils portent. Et moi, je les respecte énormément. Leur mode d'action, comme je l'ai dit, est brutal et parfois violent, mais je respecte. Et donc, quand Jacques a dit qu'il y a une dette morale, oui, il faut bien voir dans quelle mesure l'État peut honorer cette dette. Il ne faut pas que l'État se lie non plus les mains, mais il faut trouver le mécanisme peut-être pour l'honorer demain, pour ne pas... Vous savez, c'est un peu comme cette affaire de choix, de pape, de savoir est-ce que quand le pape va à Jérusalem, est-ce qu'il doit dire un certain nombre de choses, il faut toujours faire beaucoup attention, parce que si vous ne savez pas faire, vous allez encore réveiller de vieux démons. Alors voilà, donc il faut aller avec beaucoup de doigté et beaucoup de perspicacité. Très bien. Agapite Napoléon Maforicain, on va finir par ces décisions de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. L'une de ces décisions, la décision donc 21-017 du 16 mars 2021 portant réglementation de la campagne médiatique pour l'élection présidentielle de 2021. Les institutions de la République qui interviennent dans l'organisation de la présidentielle restent quand même droites dans le vote. Rien ne change. Pourquoi quelque chose changerait? Est-ce qu'il y a un événement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est de nature à changer le cours des choses? Bon, aujourd'hui, on en sait un peu plus sur la campagne médiatique. Ce n'est plus la campagne exclusivement médiatique. Ça s'est déjà entrevu lorsque le gouvernement a levé les mesures de restriction sur les 50 personnes en parlant de la campagne et en appelant au respect des médias. Ça veut dire que oui, on permet aux candidats d'aller sur le terrain, de s'ouvrir, d'aller vers d'autres. Donc, s'ils foncent sur le terrain, c'est que les médias sont en mesure de couvrir. Voilà. Et on parle quand même d'un accès égalitaire aux candidats. Dans les médias, j'espère que la RAC a pris la disposition, mais comme je le dis toujours, si les médias sociaux, si les médias en ligne se donnent des libertés, je pense que la RAC aura du mal à suivre ses propres décisions. Il faut qu'elle trouve le mécanisme de gérer la campagne. La pré-campagne n'a pas été suffisamment maîtrisée, tout simplement parce que c'est allé dans tous les sens. Il est important de régler la question des médias sociaux. C'est important de le faire, parce que les médias classiques ne peuvent pas rester en spectateur
lorsque par effet viral des informations, parfois des contre-informations circulent et se promènent sur les réseaux et font le tour en toute impunité, en toute quiétude et que personne n'arrête. Je pense qu'on est obligé par devoir patriotique et par devoir professionnel parfois d'y aller. Donc il est important que, au-delà de cette décision, que mettre en place un mécanisme de veille, de gestion, du respect de sa décision. Je pense qu'ensemble avec les médias, elle peut le faire. Il faut qu'elle s'en donne les moyens et qu'elle se donne la discipline elle aussi. Voilà. Très bien. Merci à vous, Agapit Napoléon Africain, consultant politique à ETélé, sphère électorale par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir suivi la chronique du soir. Vous restez avec nous. Nous avons Ça se discute, votre causerie débat dans quelques instants.